Nous sommes tellement alignés avec l'hégémonie géopolitique que c'est ridicule à tous les niveaux de la société. Quoi que dise le Pentagone, cela se répercute même dans les podcasts alternatifs ici en Suède. Comme la Maison-Blanche n'a rien dit sur le génocide parce qu'elle était complice, notre Premier ministre n'a pas condamné une seule fois Israël pendant toute cette période. Et puis, tout d'un coup, Joe Biden a dit « Vous savez, les colons en Cisjordanie, ce n'est pas cool ». Comme si Israël devait un peu freiner cela. Tout d'un coup, vous avez entendu notre Premier ministre dire « Eh bien oui, en fait, les colons en Cisjordanie, c'est vraiment mauvais ». Puis vous avez entendu nos journaux dire « Eh bien, les colons en Cisjordanie, je peux être d'accord que c'est mauvais ». Tout d'un coup, ces alternatives... Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec Kajsa Ekis-Ekman, une journaliste suédoise, activiste et auteure de 4 livres sur la traite des êtres humains, la prostitution et l'économie. Elle est actuellement rédactrice en chef de Parabole Press. Auparavant, Madame Ekman a travaillé pour divers médias suédois, mais a été licenciée en 2022 après avoir couvert de manière critique la guerre russo-ukrainienne en cours. Ainsi aujourd'hui, nous voulons parler de son travail et de la situation des médias en Suède. Madame Ekman, bienvenue. Eh bien, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. C'est un plaisir de vous parler. Et surtout, j'aime votre nom, Étude de la neutralité, parce que vous savez, jusqu'à il y a 1 an, nous aurions pu en faire partie. La Suède et la Suisse étaient des pays neutres. Mais c'est maintenant de l'histoire. Je vous étudiais comme un cas, et maintenant ce n'est plus qu'un cas historique. Commençons par cela. Que pensez-vous de la transition de la Suède de la neutralité à l'OTAN? Oh, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible à bien des égards. C'est terrible parce que, vous savez, je pense que historiquement, c'est une très mauvaise décision. Je veux dire, nous avons été neutres pendant 200 ans. Nous nous en sommes bien sortis. Nous n'étions dans aucune guerre. Vous savez, nous sommes un pays pacifique. Nous exportons des armes, cependant, et nous avons eu une collaboration étroite avec l'OTAN. Je veux dire, nous n'étions pas 100% neutres quand même, je dirais. Mais, vous savez, cela nous a épargné beaucoup de guerres et cela a aussi laissé sa marque sur notre culture, que si vous voyez une bagarre, le Suédois typique n'est pas comme l'Américain typique qui prendra parti, mais essaiera plutôt de séparer les 2 personnes qui se battent. Et aussi, c'est terrible parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Nous n'avons pas eu de référendum à ce sujet. C'était juste une décision prise d'en haut du jour au lendemain. Pourquoi pensez-vous que c'était le cas? D'après mes propres recherches, je sais qu'il y a eu une progression également, n'est-ce pas? Parce que la Suède se qualifiait de neutre jusqu'aux années 2000, puis a commencé à se dire non alignée. Ensuite, elle a commencé à abandonner ses références. Puis la guerre est arrivée et le changement s'est produit. L'environnement médiatique a-t-il quelque chose à voir avec cela? Eh bien, je veux dire, je pense que si ce n'était pas pour la guerre en Ukraine, bien sûr, nous serions toujours neutres. Nous ne serions pas dans l'OTAN. Mais je veux dire, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était la raison autant que le prétexte, parce que cela se produisait déjà, comme vous le dites, lentement. Oui, mais ce qui me surprend à ce sujet, c'est le fait que tout le monde y a adhéré, comme si, oh, si nous ne rejoignons pas l'OTAN, Poutine va nous envahir. Je veux dire, personne n'en a parlé comme d'une possibilité en dehors de la Suède. Je veux dire, il n'y a pas eu de discussion internationale disant comme « Oh, la Suède est la prochaine ». Vous savez, ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, nous avons vécu 2 guerres mondiales de près. Nous avons eu, vous savez, je veux dire,
toutes ces invasions. Je veux dire, l'Union soviétique a parfois envahi d'autres pays proches. Personne n'a jamais dit que c'était la raison de rejoindre l'OTAN. Je veux dire, c'était la raison de rester à l'écart. Ne vous faites pas une cible. C'était la stratégie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et notre diplomatie consistait à essayer de se faire des amis dans d'autres pays et à comprendre les autres. De cette manière, on peut créer la paix. Et maintenant, c'est juste envoyer des armes, envoyer des soldats. Je veux dire, je pense que c'est terrible. Je me demande aussi comment la Suède présente actuellement sa situation sécuritaire, car j'ai vu quelque chose de très, très effrayant, et je vais faire un programme séparé à ce sujet. C'est une brochure qui aurait apparemment été envoyée au foyer suédois en anglais, intitulée « En cas de crise ou de guerre ». Une petite brochure jaune qui explique aux Suédois comment se comporter lorsque la guerre arrive. As-tu vu cette brochure? Oui, ils l'ont envoyée ici, mais comme il y a eu un tel brouhaha international à ce sujet, je l'ai donnée à des parents espagnols qui sont venus nous rendre visite parce qu'ils disaient « Nous voulons ça, nous voulons le montrer chez nous ». Donc tu sais, je veux dire, je ne pense pas que ce soit un si gros problème parce qu'ils les envoient depuis des décennies. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ils envoient ces brochures juste au cas où. Ce n'est pas seulement pour une guerre, c'est au cas où il y aurait, tu sais, une crise climatique ou tu sais quoi faire, comment s'approvisionner en conserve ou des choses comme ça ou trouver de l'eau potable. Donc je veux dire, essentiellement, je pense que c'est une bonne chose. Mais bien sûr, maintenant cela vient dans le contexte des Suédois qui, au moins en 2022, je veux dire, il y avait une vraie panique. Les gens écrivaient dans des groupes Facebook locaux comme « Où allons-nous nous cacher quand Poutine viendra ?» Tu veux dire 2023, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que j'ai dit? En 2022. Mais tu veux dire après le... Oui, oui. Non, mais... Oui, oui, oui. En 2020, les choses allaient encore bien, non? Après l'Ukraine, c'est là que les gens ont eu peur. oui. Je veux dire, c'était une peur instillée en nous par nos politiciens et nos médias. Et puis, elle a été entretenue par les gens eux-mêmes. Les gens pensaient à déménager comme « Où devrais-je aller dans le pays pour être en sécurité ?» Oui, je veux dire, et c'est bizarre parce qu'on nous a dit du jour au lendemain que, vous savez, les Ukrainiens sont comme nos frères et que ce qui leur arrive nous arrive. Je veux dire, personne en Suède ne savait vraiment où se trouvait l'Ukraine avant cela. Personne ne parlait jamais de ce pays. Rarismo, la Suède perçoit une grande partie de sa sécurité dans le contexte des pays nordiques, n'est-ce pas? De la Finlande et de la Norvège, mais pas de l'Europe centrale et orientale. Non, non, nous avons toujours pensé que ces pays, vous savez, ils sont à l'est. Vous savez, nous sommes à l'ouest. Donc, cela n'a rien à voir avec nous. Et vous savez, on peut appeler cela une attitude égoïste, mais c'est notre attitude depuis de très nombreuses années maintenant. Laisser les gens résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Nous n'avons rien à voir avec ça. Mais je pense que ce qui a été crucial dans la décision de la Suède de rejoindre l'OTAN, c'est aussi le fait que la Finlande a changé du jour au lendemain. Et puis nous avons senti que nous ne voulions pas être la frontière de l'OTAN. Donc je pense que c'est à ce moment-là que notre Parti social-démocrate a changé du jour au lendemain sans avoir de décision démocratique interne à ce sujet. Il n'y a pas eu de congrès supplémentaire. En gros, il y a eu une réunion d'information en ligne et c'était tout. Et je veux dire, notre leader historique, Olof Palme, se retourne dans sa tombe. Combien a-t-il lutté pour la neutralité et pour que la Suède soit avec le tiers-monde? Et maintenant, nous sommes avec les impérialistes.
Olof Palme était un politicien très fascinant et très engagé, qui se retournerait dans sa tombe, exactement comme d'autres, comme Bruno Kreisky en Autriche. Et Olof Palme nous. Il a été assassiné, n'est-ce pas? Oui, ça nous le savons. Qui l'a fait? Nous ne savons pas. C'est encore inconnu aujourd'hui qui a assassiné Olof Palme. Oui, personne ne sait. Eh bien, pensez-vous que ce changement dans la manière dont la Suède perçoit sa politique étrangère et le fait qu'apparemment un grand groupe de politiciens ait décidé que l'OTAN est vraiment la seule voie à suivre est quelque chose qui a grandi pendant cette période après la guerre froide? Pensez-vous que ce sentiment était déjà présent auparavant? Parce que j'ai parlé à un autre de vos compatriotes, Ola Tunander, et il parlait de l'affaire des sous-marins et de la façon dont cette affaire a instillé beaucoup de peur dans le cœur des gens. Et comment aujourd'hui nous comprenons que c'était des opérations psychologiques, que ces sous-marins ne venaient jamais des soviétiques, à l'exception de celui qui s'est effectivement échoué et a été visible pendant longtemps. Voyez-vous d'autres mécanismes par lesquels la Suède a été effrayée pour rejoindre l'OTAN? Je veux dire, il y a un groupe d'hommes en Suède qui sont perpétuellement inquiets d'être envahis. Je dirais que les femmes en général en Suède, nous ne pensons jamais à cela, nous ne sommes pas inquiètes à ce sujet, mais il y a un groupe d'hommes qui sont un peu obsédés par cela et vous savez, qui passent leur temps à s'inquiéter du statut de notre armée, de nos armes, de nos frontières et des choses comme ça. Donc, chaque fois que quelque chose comme ça se produit, que ce soit le scandale des sous-marins dans les années 80 ou maintenant le sabotage de câbles qui s'est avéré être un accident, vous savez, je suppose que vous en avez entendu parler, c'était « wow » pendant quelques semaines et maintenant ils arrivent. Et beaucoup de ces hommes occupent des postes élevés. Donc, chaque fois que quelque chose comme ça se produit, ils peuvent s'exprimer dans les médias. Et ils disent toujours la même chose, comme « nous devons dépenser plus d'argent pour la défense et moins d'argent pour d'autres choses, telles que la santé et l'éducation et des choses comme ça. » Donc, cela a toujours été le combat, vous savez, sur où nous devrions mettre notre argent. Et maintenant, ils sont si heureux parce que nous mettons des milliards dans l'OTAN. Alors que notre système social, qui nous a rendus célèbres à l'époque, le système de bien-être suédois, nous n'avions ni riches ni pauvres, nous n'avions pas de mendiants dans la rue, vous pouviez être l'enfant d'une mère célibataire au chômage et avoir toujours le même niveau matériel que l'enfant d'un PDG. Cela disparaît maintenant. C'est très triste. Oui. Et cela, est-ce que cela a à voir avec la militarisation des pays nordiques, pensez-vous? Eh bien, cela n'aide pas exactement lorsque votre système éducatif est sous-financé et que le système de santé est sous-financé, trop privatisé, et en plus de cela, nous allons prendre notre argent des impôts et le mettre dans l'OTAN. Et il y a aussi une autre chose que nous avons faite qui n'a en fait rien à voir avec l'OTAN, ce que je ne comprends pas pourquoi nous l'avons fait, qui était l'accord DCA, où nous avons maintenant signé un accord séparé pour permettre aux États-Unis un accès total à 17 bases militaires en Suède. Cela ressemble à l'accord que l'Irak a signé après avoir été envahi, sauf que l'Irak a obtenu cette exception dans le traité selon laquelle les États-Unis n'étaient pas autorisés à mettre des armes nucléaires. Nous n'avons même pas demandé cela. Ce traité ressemble à si nous étions en guerre avec les États-Unis et avions perdu. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. J'ai récemment eu Tuomas Malinen de Finlande sur la chaîne, et il a dit la même chose. C'est essentiellement un accord d'occupation, parce que ces personnes, ce ne sont pas des troupes de l'OTAN, ce sont des troupes américaines. Et elles n'ont même pas à payer d'impôts dans votre pays, même pas la taxe sur la valeur ajoutée. Elles n'ont même pas à obéir à la loi suédoise.
Every They don't coffee even that have they to buy, they obey can get the Swedish receipt. law. They don't even have to obey our laws. We don't even have the right. Ils n'ont même pas à obéir à nos lois. Nous n'avons même pas le droit de les contrôler quand ils entrent et sortent. Que rapportent-ils? Qui sont-ils? Quel passeport ont-ils? Ils peuvent simplement aller et venir. Et je pense que ce que le peuple suédois ne sait pas, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous défendre. Il n'y a rien dans ce traité DCA qui parle de leur défense envers nous. Ils sont ici pour leurs propres objectifs. Nous pensons, oh, c'est bien qu'ils viennent, vous savez. Donc, ils nous défendent parce que de cette façon, Poutine ne viendra pas. But, honestly, have you ever read, Mais honnêtement, of avez-vous déjà lu ou entendu quelqu'un vous donner un argument raisonnable expliquant pourquoi Poutine voudrait aller en Suède? to go to Sweden? Je veux dire, je comprends pourquoi les Finlandais, je comprends la Finlande. Vous savez, ayant eu comme 2 guerres, 3 guerres avec les Russes au fil du temps, et ayant comme, vous savez, je le comprends là-bas, You know, mais les Suédois, I understand it there, but est-ce que quelqu'un a sérieusement peur que M. Poutine veuille simplement, vous savez, régner depuis Stockholm? wanting to just, rule from Stockholm? I mean, it's a nice city, but Je veux dire, c'est une belle ville, mais vous savez, j'ai toujours pensé que c'était des conneries. Mais si vous aviez dit aux gens en 2022, juste au moment où tout se passait, vous savez, Poutine était dans la conscience collective un mélange de Hitler et de Napoléon. Oui, c'est ce qu'il disait. Comme si tu ne l'arrêtes pas maintenant, il va juste se déchaîner partout parce qu'il est un fou furieux. is that belief still? cette croyance est-elle toujours présente? Ou les 3 dernières années ont-elles, vous savez, un peu assombri la perception de la Russie? Perception of Russia a bit. Tu sais, je pense que cela a simplement à voir avec le fait que la peur ne tend pas à persister dans le temps. Parce que s'ils essaient de te faire peur en te faisant croire que quelque chose va se passer maintenant, et ensuite, tu sais, les années passent et rien ne se passe. Je veux dire, bien sûr, tu as tendance à te détendre un peu. Et nous voyons que toute la guerre en Ukraine a été un fiasco du début à la fin. Donc, je pense que les gens, oui, se réveillent un peu. Mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que les médias ont été obsédés par Poutine. Et je le dis littéralement, comme quand nous avons regardé les gros titres de nos 2 principaux tabloïds, et je ne parle pas des gros titres que tu vois quand tu achètes le journal en question. Je parle de ceux que tu vois juste en passant devant le magasin. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais ici, quand vous passez devant un magasin, n'importe quel magasin, comme un bureau de tabac, un supermarché, vous savez, un magasin où vous allez acheter du lait et du pain, à l'extérieur, il y aura les gros titres des tabloïds, donc vous savez quelles sont les nouvelles, même si vous ne les achetez pas. Pendant les 2 premières années, plus de 80% d'entre elles concernaient Poutine. Pas le mot Russie. Pas le mot Ukraine. Poutine. D'accord. D'accord. Donc c'était comme si rien ne se passait dans notre pays. La seule chose qui se passait, c'était Vladimir Poutine tout le temps. C'était Poutine a un cancer. Poutine a peur de mourir. Poutine pourrait mourir, il pourrait perdre la guerre demain. Poutine a une petite amie. Poutine, ceci. Je veux dire, c'était juste des nouvelles bidons, juste pour nous faire nous concentrer sur ce type. Mais oui, dans ce cas, il ne s'agissait même pas du pays, ni de l'armée, ni de la menace militaire réelle à laquelle on peut penser, mais juste de cette personne, comme s'il était le diable incarné, plus la venue de la Russie elle-même. Oui, les gens pensent cela. Les gens pensent cela. Je veux dire, c'est comme s'ils ne l'appelaient pas la guerre de la Russie. Ils l'appellent la guerre de Poutine. Oui, mais en même temps, la Russie en tant que pays est toujours aussi diabolisée, n'est-ce pas? Comme avec les sanctions, etc. Les gens en Suède font-ils la distinction entre le gouvernement russe et les Russes? Ou est-ce que tout cela est également associé à Poutine?
You know, in the beginning of the Ukraine Au début de la guerre en Ukraine, il y a eu une tentative tentative de présenter le peuple russe comme des individus innocents et opprimés, souffrant sous un dictateur cruel, un peu comme on l'avait fait avec les Irakiens sous Saddam Hussein. Mais cela a été rapidement écarté. Un autre discours est devenu dominant, selon lequel le peuple russe est également malveillant. Je veux dire, il y avait un article dans notre plus grand journal qui disait essentiellement que l'âme russe est meurtrière. Vous pouvez simplement regarder Dostoïevski et la littérature russe. Je veux dire, c'était un article écrit par une seule personne. Je ne dis pas que c'était le discours dominant. C'était très extrême. Mais cela vous donne une idée de l'atmosphère, n'est-ce pas? Je me demandais cela depuis un moment, parce que je pense que lorsque nous parlons des Européens et de leur approche envers la Russie, je veux dire, certains collègues appellent cela la russophobie, qu'il y a une russophobie profondément enracinée. Et je pensais que c'était correct, jusqu'à ce que je réalise que je ne pense pas que les Européens aient réellement si peur de la Russie ou des Russes. C'est plutôt une sorte de focalisation étrange pour le dégoût ou la haine. Que pensez-vous de ce mélange entre la peur et le désir que cela disparaisse? Tu sais, c'était drôle. Cette même année 2022, j'étais en train de me baisser dans la rue pour caresser ce chien que j'ai vu. Quelqu'un promenait son chien et puis j'ai dit « Oh, c'est un chien mignon ». Et le propriétaire dit « Ouais, mais tu sais, c'est un chien de rue de Russie. Donc tu sais, tu peux pas vraiment lui faire confiance. » Et j'ai dit quoi? « Ouais, mais il est russe. Tu sais? Vraiment? D'accord. » Okay, right. C'est bizarre. C'est une chose bizarre à dire. Vous savez, oui, mais c'est aussi leur propre chien. Je veux dire, je pense que c'est encore plus étrange. Mais le fait est que cela n'a pas commencé maintenant. Nous avons eu une sorte de russophobie ou de Russes comme ennemis depuis très longtemps, et cela a été mélangé avec un sentiment anticommuniste pendant la guerre froide. Donc c'est maintenant mélangé ensemble. Nous ne savons pas vraiment si nous pensons que la Russie est toujours communiste, ou si le mauvais côté du communisme était le fait qu'ils étaient russes, ou si c'est juste un grand mélange. Comme hier, par exemple, maintenant que nous parlons, hier était le jour de la libération d'Auschwitz. Et je regardais tous les médias, et personne n'a mentionné qui a fait la foutue libération d'Auschwitz. C'était comme si Auschwitz avait été libéré en 1945. Oui, qu'il a fait. Personne n'a même dit que c'était l'armée rouge, parce que bien sûr, c'est tabou. Nous plaisantons. Pas que nous nous mentons à nous-mêmes. Je veux dire, nous nous racontons des histoires, actuellement en Europe, en croyant à une version très bizarre de l'histoire. Une version dans laquelle ce sont les Américains qui ont libéré le continent européen pendant la Seconde Guerre mondiale du nazisme, dans laquelle les Russes ont toujours été l'ennemi communiste. Et maintenant, nous réalisons probablement aussi que ce n'était pas le communisme qui était le problème. C'était la Russie qui a fait le communisme. Pour moi, cela jette une lumière complètement nouvelle sur nous, Européens, et sur la façon dont nous pensons à notre propre histoire, d'une manière complètement bizarre. About our own history in a completely bizarre way. Yeah, I think you're right, but I'm not sure it's. Oui, je pense que tu as raison. Mais je ne suis pas sûre si c'est... Tu sais, je ne sais pas si cela vient de nous ou si les États-Unis veulent que nous pensions de cette façon. Parce que si tu lis, tu sais, Brzezinski, par exemple, à propos de l'Eurasie et comment il en parle, il est logique que les États-Unis, tu sais, étant séparés de nous par toute une mer, et ensuite nous avons la Russie et l'Europe qui sont en fait des voisins, nous sommes le même continent, comme si cette division entre nous était inventée. Alors, est-ce dans notre intérêt d'avoir un type de guerre ou d'hostilité perpétuelle avec notre propre voisin, ou est-ce dans l'intérêt des Américains qui veulent nous faire croire cela?
Parce que imagine à quel point ce serait puissant si la Chine, la Russie et l'Europe devenaient une seule grande entité. Je veux dire, maintenant c'est impensable. Mais en termes de territoire, cela a plus de sens. No, that's unthinkable, but like land-wise, it makes more sense. If we stopped being at each other's throat on Eurasia, Si nous arrêtions de nous déchirer en Eurasie, c'est la seule chose qui pourrait potentiellement vraiment mettre en danger le pouvoir nord-américain sur tout le monde, n'est-ce pas? Donc semer la division, comme l'a dit Brzezinski, est une recette pour les intérêts américains. Mais la question pour moi est que des personnes comme Olof Palme comprenaient cela. Et des personnes comme en Finlande, Urho Kekkonen, savaient qu'elles étaient dans des positions dangereuses et que rester neutre et avoir leur propre position leur était bénéfique. Mais nous avons perdu cela. Et nous avons perdu cette idée pendant la période de l'unipolarité américaine. Pour le cas de la Suède, et vous avez vécu cette époque, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous expliquer ce qui a éradiqué cette idée, que la Suède devrait veiller sur la Suède et non sur les intérêts américains? this idea that Sweden should look out for Sweden and not for the US interests. I mean, I think it's happening in the whole of Europe. Je veux dire, je pense que ça se passe dans toute l'Europe, vous savez. Il y a 20 ans, l'Europe avait une certaine indépendance, vous savez, avec la guerre en Irak. Et la façon dont nous avons dit non et la manière dont nous avions, je veux dire, la question n'était pas vraiment d'être de gauche ou de droite. Nous avions de grands leaders, vous savez, qui pouvaient s'imposer. Je veux dire, nous n'avons pas cela aujourd'hui. Nous n'avons pas vraiment de grands leaders en Europe. Comme Macron essaye un peu, mais il ne remplit pas vraiment le costume. Donc nous sommes essentiellement devenus une sorte d'annexe des États-Unis. Maintenant, je pense que peut-être les Suédois pensent que nous sommes trop petits pour être seuls, et je pense qu'ils pensent que cela nous profite à long terme de rester avec les impérialistes. Vous les présentez également comme des impérialistes, n'est-ce pas? La manière dont la domination émane de Washington et de Bruxelles. Washington and Brussels. I mean, it's a fact. Je veux dire, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion. Je veux dire, c'est, je pense, le seul impérialisme que nous ayons. Je veux dire, maintenant ce mot est utilisé comme s'il y avait un impérialisme chinois en Afrique, un impérialisme iranien au Moyen-Orient, un impérialisme turc. Je veux dire, non. Dans n'importe quel sens du mot ou n'importe quelle définition, je veux dire, je pense qu'il n'y a qu'un seul impérialisme aujourd'hui, et c'est l'impérialisme dirigé par les États-Unis, et puis l'Europe est en quelque sorte des suiveurs de cela. La raison pour laquelle je pose la question est qu'en ce moment, nous avons ces deux façons de cadrer ce qui se passe. Et curieusement, une façon de le cadrer est résolument une chose de gauche. L'impérialisme est une analyse de gauche, en quelque sorte marxiste de ce qui se passe. Et puis les collègues de droite ont tendance à utiliser le mot globalisme. Menena, vous savez de quel côté c'est. Je suis du même côté. Je suis un social-démocrate payant en Suisse. Je le dis aux gens, parce qu'il n'y a pas non plus de raison pour laquelle nous ne pouvons pas travailler avec des personnes de droite. Le fait de présenter cela comme une extension de la façon dont les empires fonctionnaient autrefois, cela a-t-il du sens pour vous? Ou l'idée de mondialistes, qui ont un agenda pour créer une structure rendant tout le monde dépendant d'eux et gouvernant ensuite à travers cela, a-t-elle aussi du sens pour vous? Pourquoi le présentez-vous comme impérialiste? Why is it that you frame it as imperialistic? Je veux dire, je n'ai jamais vu de définition cohérente de ce qu'est réellement un mondialiste. Pour moi, cela ressemble à une façon de parler un peu bâclée, qui frôle presque la conspiration. Alors que lorsque nous parlons d'impérialisme, il y a tout un corpus théorique derrière cela. Que voulons-nous dire? Eh bien, je l'utilise personnellement de manière stricte. Ce que je veux dire, c'est lorsque un pays capitaliste ne peut pas simplement dominer par des moyens économiques comme utiliser le FMI, la Banque mondiale, ou des sanctions comme ils le font,
avec beaucoup de pays qu'ils n'aiment pas. Ils disent simplement, nous allons vous affamer jusqu'à la mort. Vous ne pourrez commercer avec personne et nous créerons un enfer vivant. Et puis vous verrez comment vous aimez être contre les États-Unis. Mais si cela ne suffit pas, il y a la menace militaire, et c'est ce que je qualifie d'impérialisme. Le reste, c'est juste une sorte de capitalisme avec un peu de chantage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il est important de faire cette distinction lorsque vous ajoutez également la menace militaire et les invasions, car sinon, tout pays avec des entreprises qui entrent dans d'autres pays pourrait être qualifié d'impérialiste. Vous savez, c'est ce qu'ils essayent de dire maintenant. Comme la Chine construit beaucoup de choses en Afrique. Oh, maintenant ce sont des impérialistes. Vous savez, alors que beaucoup de gens en Afrique disent « Eh, c'est bien ». Vous savez, nous obtenons beaucoup d'infrastructures construites et je pense que la différence est que la Chine ne leur dit pas qui doit être leur président ou quelle politique ils doivent adopter. Fondamentalement, c'est une sorte de commerce. Vous savez, je ne sais pas si c'est gagnant-gagnant 50-50 ou si c'est gagnant-gagnant 90-10. Mais je ne l'appellerai pas impérialisme de la même manière que lorsque vous envahissez un pays, poignardez son dirigeant à mort et avez un gouvernement qui fonctionne essentiellement via des emails de Washington. Magnifiquement dit. Je connais suffisamment de personnes du Sud global qui soutiennent que lorsque les Chinois viennent, nous obtenons un pont. Quand les Européens viennent, nous recevons une leçon. Et c'est ça le problème. L'aide de la Chine n'est généralement pas conditionnée par des développements politiques locaux, alors que les Européens et les Américains disent très clairement « Oh, nous avons des normes en matière de droits de l'homme. Et vous devez mettre en œuvre ceci, cela et cela. » Et ces normes en matière de droits de l'homme ne vont alors jamais assez loin pour réellement imposer des réglementations à leurs propres entreprises minières. Non, mais je veux dire, je pense que c'est un peu comme une version modernisée, vous savez, des anciennes colonies européennes. Vous savez comment elles y allaient avec une épée dans une main et la croix dans l'autre et disaient « Eh bien, vous devez non seulement nous obéir, mais vous devez croire en Christ. » Et puis ils disaient tous « D'accord. » Et maintenant, ils reviennent en disant « Eh bien, maintenant, cette histoire de Christ est terminée. C'est dépassé. Maintenant, vous devez croire en LGBTQ et vous devez adopter ce document de politique. » Mais bien sûr, comme vous le dites, ce n'est pas réel. C'est une façon d'expliquer l'impérialisme à leur propre peuple, car quand ils rentrent, ils doivent dire « Eh bien, pourquoi étiez-vous en Afghanistan? Pourquoi étiez-vous en Irak? » Eh bien, nous nous battons pour la liberté. Vous savez, regardez, les femmes sont opprimées, ou regardez, ils avaient un dictateur horrible et des choses comme ça. Donc, je pense que c'est essentiellement quelque chose qu'ils font pour le marché intérieur. Pourquoi pensez-vous que nous, Européens, ne sommes pas capables de sortir de cet état d'esprit? Surtout que cet état d'esprit nous est maintenant imposé. Je veux dire, nous vivons maintenant ce genre de colonisation américaine de l'Europe et même de l'esprit européen, n'est-ce pas? Qui est prêt à aller combattre les guerres de quelqu'un d'autre. Et ceux qui en souffrent le plus, ceux qui sont absolument les plus touchés, ce sont les Ukrainiens qui ont été transformés en champs de bataille pour une guerre par procuration. Et oui, nous ne pouvons pas exonérer la Russie, et c'est une situation dynamique, etc. Mais la volonté des Européens actuellement d'aller combattre une guerre dans laquelle nous n'avons absolument rien à gagner et tout à perdre n'a aucun sens pour moi. Et pourtant, nous ne pouvons pas sortir de cet état d'esprit. Pouvez-vous vous l'expliquer d'une manière ou d'une autre? Eh bien, je ne sais pas si la réponse se trouve dans la psychologie. Est-ce l'état d'esprit européen? Ou l'esprit américain?
Vous savez, parce qu'il est vrai que nous avons tendance à penser que nous savons mieux, comme le typique Européen qui va à l'étranger et explique le pays aux gens qui y vivent. Est-ce, Tu sais? Explique-leur leur pays, ouais. Oui, expliquer leur propre pays aux gens qui y vivent. Oui. Mais je pense que nous voyons des fissures dans cette mentalité. Vous savez, je pense que c'est pour cela qu'ils ont commencé à avoir peur de TikTok et d'autres types d'applications, où je pense que les jeunes en Europe et aux États-Unis voient que le monde n'est pas tel qu'on nous l'a dit. Vous savez, dans d'autres pays, les gens ont parfois une meilleure situation que nous. Nous n'avons pas de soins de santé, disent les Américains. Regardez les Chinois maintenant. Ils leur parlent directement sur ces applications et ils disent « Regardez, les Chinois ont une meilleure situation que nous, à bien des égards. » Vous savez, comment cela se peut-il? Nous ont-ils menti? Alors, en un sens, il devient plus difficile de diaboliser les autres, n'est-ce pas? Cela a très bien fonctionné avec la Russie, mais cela ne fonctionne plus aussi bien avec la Chine, en un sens. Oui, je veux dire, j'espère que vous savez, nous y arrivons. Et vous savez, avec la Palestine aussi, nous avons vu, je pense, une fissure majeure dans la manière dont l'impérialisme essaye de rallier ses propres citoyens à ses actions. Je veux dire, ici, nous voyons que leurs propres citoyens ont essentiellement dit « Nous ne sommes pas avec vous sur ce point ». Les gens, oui. Je veux dire, c'est le point. Comme la population européenne a vu beaucoup plus à travers le génocide de Gaza qu'à travers la guerre en Ukraine. Mais les gouvernements sont pour moi toujours extrêmement en ligne. Je veux dire, il y a juste 2 jours, ce week-end en fait, les Suisses ont arrêté le fondateur de l'Electronic Intifada, Ali Abounima. J'ai vu ça? Oui, il a été détenu pendant 3 jours en détention administrative. Il n'a pas vu de juge. C'était incroyable. Et puis il a été expulsé. Mais écoutez, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce quelque chose qu'un gouvernement sûr de lui ferait, ou est-ce l'action d'un régime désespéré qui est en train de perdre le pouvoir? La chose bizarre à propos de cet épisode ici, c'est qu'il a été essentiellement réalisé à la demande d'un membre du gouvernement provincial dans le canton de Zurich, qui a ensuite sollicité la police fédérale. Et ce type est même un social-démocrate comme moi. Wow! Et je ne comprends toujours pas comment ils ont pu faire ça. Mais ce n'est pas tant l'ensemble du gouvernement qui fait cela. Il s'agit plutôt de personnes individuelles, ayant suffisamment de pouvoir pour faire en sorte que certaines choses se produisent. Oui, mais vous voyez cela parce que vous êtes proche. Mais je veux dire, si cela se passait en Chine, l'Europe penserait que la Chine arrête un tel. Bien sûr, dans chaque pays, c'est quelqu'un qui initie cela. Et vous savez, cela descend à un certain bureaucrate quelque part, assis dans un bureau, n'est-ce pas? Mais vous savez, de l'extérieur, la façon dont cela semble, c'est comme si tout le pays le faisait. Et je pense que, vous savez, ce type d'action désespérée était quelque chose que vous verriez en dehors de l'Occident, oui. Vous savez, comme nous le voyons avec l'Algérie, par exemple, arrêtant cet écrivain franco-algérien, et maintenant la France dit « Oh mon Dieu, comment pouvez-vous faire cela ?» L'Europe et les États-Unis avaient l'habitude d'être plus sûrs d'eux, sans avoir à faire ces choses. En 2011, avec tous les indignados et les aganactistes menois qui étaient partout dans le sud de l'Europe et manifestaient, c'était plutôt comme « Oh, attendez et voyez, ils se lasseront ». Vous n'aviez pas besoin de faire des arrestations massives. Et le fait qu'ils fassent cela maintenant, réprimant la liberté d'expression, je pense que cela montre une sorte de désespoir. Je ne pense pas que cela montre de la confiance.
Ces intérêts impérialistes sont-ils en train de perdre la bataille du récit, en fait? Parce que je pense que c'est ce qu'ils craignent. Vous devez contrôler le récit dans une bonne mesure pour vous assurer qu'au moins 80 à 85% des gens adhèrent à l'impérialisme que vous pratiquez, n'est-ce pas? Avec l'envoi de bombes à Israël pour bombarder les Gazaouis et commettre un génocide. Et cela leur échappe un peu maintenant, n'est-ce pas? Right. I mean, think about it like D'accord. this. If you are, Je veux dire, pensez-y comme ça. Si vous êtes un jeune, disons que vous avez environ 20 ans, et que vous participez à ces manifestations pour la Palestine parce que vous êtes bouleversé par le génocide. Vous participez, vous savez, vous absorbez toute cette rhétorique sur le sionisme, et puis vous savez, vous êtes vraiment convaincu. Rien ne vous arrive. Vous étudiez, vous trouvez un emploi, vous vous mariez, vous vous installez peut-être, et peut-être que vos opinions changeront. Et vous direz, quand j'étais jeune, j'étais fou. La société est plutôt bonne après tout. Mais disons que vous êtes arrêté. Disons que vous passez 2 semaines en prison ou que vous êtes même condamné pour quelque chose. Vous allez toujours vous en souvenir. Donc même quand vous vous installez, vous vous mariez, vous trouvez un emploi, vous allez toujours penser, vous savez que c'était pas correct. Donc ce qu'il crée ici, c'est comme une dissidence permanente. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, oui. S'ils laissaient simplement les choses se faire, vous savez, elles disparaîtraient d'elles-mêmes. Mais si vous commencez à sévir, vous vous créez des ennemis à vie. Et ça se passe-t-il aussi en Suède? Je veux dire, la répression des dissidents s'intensifie-t-elle, même à Stockholm? Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu, je veux dire, pas tant d'affrontements avec la police en termes de violence, comme nous l'avons vu en Allemagne, par exemple. Mais ce que nous avons vu, c'est des personnes qui ont été licenciées pour une position pro-palestinienne sur les réseaux sociaux. Je veux dire, nous avons eu des enseignants licenciés parce qu'ils ont exprimé quelque chose sur Twitter. Nous avons eu, vous savez, des personnalités de la télévision qui ne peuvent pas faire une émission sur, vous savez, perdre du poids ou quelque chose comme ça, parce qu'elles ont exprimé quelque chose de pro-palestinien. Vous savez, donc ce type de censure devient assez extrême et ridicule. Qu'est-ce qui, selon vous, l'a causé au sein de la société suédoise? Parce qu'il s'agit d'une répression de la société contre ses propres membres. Ce n'est pas nécessairement influencé par l'étranger. C'est la société qui réprime ses membres. Ouais, eh bien, c'est le genre d'élite qui réprime les gens. Je veux dire, la plupart des gens pensent que c'est ridicule parce que toute la raison d'être du capitalisme occidental, comme on nous l'a dit, c'était la liberté, non? Nous ne sommes pas comme la Corée du Nord. Ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. Eh bien, vous savez, maintenant, nous voyons que ce n'est plus vraiment le cas. Comme la dernière fois que je suis allée à Cuba, j'ai essayé ceci. Je suis allée avec Turkish Airlines, donc je suis passée par Istanbul, puis j'ai atterri à La Havane. Et à chaque endroit, comme Stockholm, Istanbul, La Havane, j'ai vérifié un certain nombre de sites web pour voir dans quel endroit je pouvais voir le plus de sites. Tu sais, et ils étaient différents à chaque endroit. Mais je veux dire, l'endroit où je pouvais voir le moins de sites web était mon propre pays. Tu comprends ça? Confinement, hein? Ouais, je veux dire, épistémiquement. Ils disent, oh, on peut pas combattre, tu sais, quoi que ce soit comme la pornographie infantile, mais on peut tout fermer, ce qui est russe en un jour. Donc je trouve ça un peu étrange. Tu sais, ils n'ont pas vraiment eu le temps de nous expliquer tout ça, comme pourquoi on ne peut pas voir ce qu'on veut. Vous parlez de quelque chose comme Russia Today ou Sputnik, qu'en Suède, vous ne pouvez pas accéder, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas y accéder.
Si vous êtes un universitaire et que vous participez peut-être à un projet conjoint avec la Russie, vous deviez tout quitter. Même si c'est quelque chose de totalement apolitique, comme quelque chose sur la médecine, vous deviez couper tous les contacts avec la Russie. Et je veux dire, le sport, comme vous le nommez, n'importe quoi. Et je pense que, vous savez, les gens sont d'accord avec ça, comme oui, ils ont envahi l'Ukraine, donc c'est plutôt juste. Mais ensuite, quand il s'est passé quelque chose avec la Palestine, vous réalisez tout d'abord quelle est la différence entre une guerre et un génocide. Et ensuite, pourquoi les Israéliens sont-ils traités comme si tout allait bien? Pourquoi ont-ils été autorisés à venir ici pendant le concours Eurovision de la chanson, comme si de rien n'était? Pourquoi signons-nous des accords d'armement avec eux? Comme si rien ne s'était passé, parce que, je veux dire, les récits de victimisation des deux côtés sont très clairs, n'est-ce pas? Le bon côté et le mauvais côté sont très clairement répartis. Les Ukrainiens sont les victimes et les Israéliens sont les victimes. Et nous devons soutenir les victimes en tant qu'Européens, aussi fous et lunatiques que soit le cadrage lui-même. Mais c'est le mécanisme, n'est-ce pas? Oui, mais je ne pense pas que quiconque ici croit que les Israéliens sont les victimes. Je veux dire, personne ne l'a cru dès le début. La Suède a reconnu la Palestine en 2014. Je veux dire, jusqu'au 7 octobre, essentiellement, les rares voix pro-israéliennes ici étaient des extrémistes. Je veux dire, de vrais extrémistes. Ce n'étaient pas des personnes crédibles ou qui faisaient partie du courant dominant de la politique. Et maintenant, SATS. Non, les extrémistes ont pris le pouvoir. Vous voyez? Donc je pense que c'est intéressant parce que maintenant en politique, notre gouvernement est de droite, avec le soutien du parti d'extrême droite, qui est un ancien parti nazi, qui a fait un relooking total et est maintenant devenu super pro-Israël. Vous voyez? Et donc ces voix extrêmes sont maintenant l'hégémonie. Mais je pense qu'on peut aussi le constater dans les médias, qu'ils ont dû un peu changer. Quels intellectuels sont appelés en tant qu'experts, à la fois sur la question de l'Ukraine et sur la question de la Palestine? Parce que les anciens ne conviennent plus, car ils sont trop éduqués et ne diront pas ce qu'ils sont censés dire. Alors maintenant, on fait venir des intellectuels médiocres, comme des youtubeurs avec leur propre chaîne, en disant « Oh, débattons de cela, vous avez votre propre chaîne », parce qu'ils n'ont pas vraiment de vrais intellectuels pour soutenir leur discours. Vous voyez, ça devient vraiment absurde. Tous les professeurs qu'ils faisaient venir pour commenter n'importe quoi sont maintenant étiquetés comme dangereux parce qu'ils ne disent pas ce que nous voulons. C'est le problème lorsque vous avez un environnement médiatique qui se concentre davantage sur le message que sur ce qui se passe réellement. Seriez-vous d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, les médias européens, du moins les médias traditionnels, s'occupent bien plus de façonner l'opinion que de la dépeindre? Oh, totalement. Totalement. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire dans les médias, comme tout le monde, j'ai lu Chomsky et le concept de fabrication du consentement. Et je me suis dit, oui, vous savez, cela semble vraiment terrible, mais je ne vois pas vraiment cela se produire nulle part parce qu'on me permettait de dire ce que je voulais. Vous savez, j'écris depuis plus de 20 ans. Personne ne m'a jamais dit quoi écrire. Je veux dire, les propriétaires de l'entreprise pour laquelle je travaillais n'entraient pas dans mes textes pour dire genre « Oh, nous n'aimons pas ce mot, changez-le ». Ça ne se produisait tout simplement pas. Et puis, boum, les temps ont changé. La guerre en Ukraine a commencé et les règles étaient différentes. Vous savez, du jour au lendemain, ils m'ont dit
dans l'un des endroits pour lesquels je travaillais, parce que je travaillais pour différents journaux. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que celui qui m'a laissé partir était un genre de journal de gauche marginal. C'était pas les plus grands. C'était un genre de journal marginal, de gauche, parce que j'ai écrit quelque chose sur l'Ukraine du jour au lendemain, après 10 ans. Ils ont dit non, nous ne pouvons plus vous avoir ici. Vous ont-ils réellement donné une raison? Ont-ils dit que c'était cet article? Ou ont-ils juste... Je veux dire, le fait est que j'ai écrit cet article où j'ai essayé d'analyser ce journal, appelé Kyiv Independent. D'où vient-il? Parce que tout le monde dans les médias suédois a commencé à citer ce journal. J'étais donc simplement intéressée de savoir comment un journal âgé de 4 mois pouvait devenir la voix la plus importante sur l'Ukraine. Qui y travaille? J'ai cherché qui ils étaient. Certains avaient vraiment ce passé douteux d'être intégrés dans le bataillon Azov et semblaient ouvertement nazis sur leur propre Twitter. La plupart d'entre eux avaient simplement reçu une éducation occidentale dès le départ, ayant reçu toutes ces subventions du Canada, de l'UPLEA, des États-Unis ou d'autres financements gouvernementaux occidentaux dès le début. Et ce journal aussi. Donc, j'ai simplement écrit, en gros peut-être avant de le citer, vous devez savoir que ce n'est pas neutre qu'il a cette perspective. Le propriétaire ou le rédacteur en chef a reçu l'article et a dit « Oh, c'est un excellent article, c'est brillant, il l'a imprimé. » Puis les gens ont commencé à dire « Oh, mais vous savez, ça pourrait être perçu comme un récit poutiniste. » Mais il ne pouvait pas me licencier à cause de cela, car lui-même l'avait imprimé. Donc, il aurait dû partir. Alors il a un peu fouillé dans tous mes réseaux sociaux et a trouvé cette discussion où nous parlions de RT, comme Russia Today, et où j'ai dit, vous savez, c'est pas juste un journal de propagande, il y a aussi du journalisme, et puis il a dit que c'était horrible. Vraiment? C'était la raison qui vous a été donnée? Que vous avez bien parlé de RT? Ou que vous avez dit que tout n'est pas de la propagande sur RT? C'était la raison? Oui, c'était la raison. Jésus. Oui, c'était la raison. Donc oui, vous voyez, c'est juste étrange parce que nous étions habitués à avoir la liberté d'expression ou, vous savez, comme, d'accord, peut-être que je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça qu'elle pense. Vous savez, des choses comme ça. Mais le même rédacteur qui m'a laissé partir a aussi écrit « Comme nous avons eu une totale liberté d'expression ici, mais maintenant cela va changer. Nous ne pouvons plus permettre que n'importe quoi soit publié. » Et cela, je pense, est la partie délicate. Il n'a jamais dit explicitement ce que nous n'allons plus permettre à partir de maintenant. Et cela, je pense, instille une sorte de peur chez les journalistes parce que, je veux dire, s'ils savent que vous ne pouvez pas dire « je ne sais pas ce que cela pourrait être ». Vous ne pouvez pas dire que l'invasion de l'Ukraine était justifiée. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a de la démocratie en Ukraine, en Palestine ou je ne sais pas, peu importe ce qu'ils disent. Comme, d'accord, donnez-nous une liste de ce que nous pouvons dire et ensuite nous pourrons débattre de cette liste. Mais si vous ne nous donnez même pas ce que nous pouvons dire, nous allons tourner en rond et avoir peur tout le temps et penser « Oh, je vais juste dire ce que quelqu'un d'autre a déjà dit parce que c'est plus sûr. » Alors vous perdez ce genre de créativité que vous avez en tant qu'écrivain et la liberté de penser. L'autocensure. Oui, quelque chose comme ça. Cela conduira les gens à essayer de ne pas être controversés dès le départ. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays européens en ce moment. Et cela renvoie à ce que vous avez dit, que la promesse du capitalisme est maintenant en train de s'éroder. Que cette promesse ait jamais été vraie ou non est une autre question. Mais les mêmes forces qui nous disent que nous devons nous protéger contre l'autocratie et être si prudents parce que le méchant Poutine viendra nous envahir tous et nous transformer en autocratie
sont les forces qui travaillent en réalité à s'assurer que nous ne pouvons plus être libres dans les médias ou la société. Je sais, c'est fou. Et vous savez, c'est comme si tous les mots étaient en quelque sorte érodés. Comme, que signifie-t-il de nos jours? Que signifie réellement la démocratie? Que signifie réellement la liberté d'expression? Est-ce juste un mot de code? Tous ces mots sont-ils simplement des codes pour l'impérialisme occidental, ou ont-ils une signification en eux-mêmes? Quand nous disons plus jamais en parlant de l'Holocauste, le pensons-nous vraiment, ou est-ce juste un mot de code? Je pense que tu as raison. Cela dégénère en mots codés pour le signalement de vertu, et cela ne peut être réparé que de certaines manières. Et tu sais, nous voyons cela en Europe en ce moment avec la Roumanie, n'est-ce pas? Élection annulée. Même si je ne suis pas de droite, je ne pense pas qu'on devrait faire ça. Si un droitier gagne une élection, alors, eh bien, il gagne. La discussion en Allemagne sur l'interdiction de l'AfD, je ne les aime pas beaucoup, mais cela ne me semble pas très démocratique. Et nous sommes en train de descendre ce drain. Oui, oui. Je veux dire, je pense juste que c'était tellement fou hier, parce que tous nos politiciens et tous nos, vous savez, gouvernements locaux, à tous les niveaux, et toutes les institutions, ont publié, vous savez, Auschwitz a été libéré aujourd'hui, il y a 80 ans. Assurons-nous de nous en souvenir et que cela ne devrait jamais se reproduire. Je veux dire, nous savions tous qu'il y avait comme deux choses qui n'étaient pas permis de dire là-bas. Et l'une était qui a libéré Auschwitz. Et la seconde était, vous savez, ça se reproduit en quelque sorte. Que s'est-il passé d'autre ces dernières années et demie? Je veux dire, des gens emprisonnés sur un terrain et incinérés. Cela me semble un peu comme Auschwitz. Oui, je veux dire, bien sûr, ça ne va pas se passer exactement de la même manière, vous savez, pour exactement les mêmes personnes. Mais vous savez, à l'école, quand on nous a appris à nous souvenir, on nous a appris que vous pouviez l'utiliser comme une analogie, n'est-ce pas? Pour des choses contemporaines, pas que c'était censé être un événement fixe dans l'histoire, dont vous deviez seulement tirer des leçons sur cette époque. Donc, oui, je pense que bientôt nous allons juste commencer à répéter des mots codés. Ce ne sera plus une vraie réflexion, ce ne sera que ces phrases comme « mon cœur va aux victimes » ou juste des trucs tout faits tout le temps. Et par là, je veux dire tourner en dérision ce que cela devrait réellement signifier s'il y avait une réflexion sérieuse derrière. Ce qui n'est pas le cas. Avez-vous l'espoir que vous savez, comme nous en avons déjà parlé, la société voit maintenant plus clair à travers tout cela, qu'il y aura un effort correctif à venir? Ou êtes-vous pessimiste à propos, disons, de la Suède? Tu sais, je suis assez pessimiste pour les années à venir parce que ce que je vois, c'est que nous sommes tellement alignés avec l'hégémonie géopolitique que c'est ridicule à tous les niveaux de la société. Quoi que dise le Pentagone, cela se répercute même dans les podcasts alternatifs ici en Suède. C'est comme si, puisque la Maison-Blanche n'a rien dit sur le génocide parce qu'elle était complice, notre Premier ministre n'a pas une seule fois pendant toute cette période condamné Israël pour quoi que ce soit qu'ils font à Gaza. Pas une seule fois il n'a dit quoi que ce soit à ce sujet, et il en va de même pour nos grands journaux. Et donc Joe Biden a soudainement dit, mais... vous savez, les colons en Cisjordanie, c'est pas cool. Comme si Israël devait, vous savez, mettre un frein à cela. Tout d'un coup, vous avez entendu notre Premier ministre dire, eh bien, oui, en fait, les colons en Cisjordanie, c'est vraiment mauvais.
Puis, vous avez entendu nos journaux dire, eh bien, les colons en Cisjordanie, je peux être d'accord que c'est mauvais. Tout d'un coup, ces podcasts alternatifs de droite ont également obtenu la permission de dire, donc, ils disaient aussi, eh bien, vous savez ce qui se passe à Gaza, ce qu'ils font à Gaza, autodéfense, vous savez, le Hamas, peu importe. Mais les colons en Cisjordanie, c'est pas cool. Vous savez, je suis sûre que toutes ces personnes ne savaient pas qu'elles agissaient de cette manière, qu'elles recevaient la permission des États-Unis, mais c'est ainsi que cela fonctionne organiquement. Oui. C'est donc tellement lié à cela. Et je pense que lorsque nous avions la liberté d'expression en Suède, je ne savais pas que c'était parce que nous étions neutres. Je pensais que c'était simplement parce que nous avions la démocratie. C'est un point très très important que vous venez de soulever. Vous savez, ce ruissellement épistémique et la volonté, la disposition à utiliser votre boussole pour décider que c'est le Nord et que le Washington Post et le New York Times, c'est le Nord. Et puis nous nous intégrons. C'est fascinant. C'est un peu fou, mais c'est fascinant. Oui, mais n'est-ce pas aussi fascinant que parfois, il y a plus de liberté d'expression au cœur de l'Empire comme aux États-Unis que dans la périphérie? Donc souvent, vous pouvez faire valoir un point en disant à un extrémiste de droite que même Haaretz ou même le Washington Post dit telle ou telle chose. Pourquoi ne pouvez-vous pas le dire? Et puis, ils réagissent en disant « Oh, je ne savais pas ça ». Vous voyez? Et je pense que j'ai une théorie sur pourquoi c'est ainsi. Et c'est parce qu'aux États-Unis, vous savez, ils ont besoin d'un certain débat libre parce qu'ils sont les leaders de l'impérialisme. Donc, ils doivent savoir quoi faire. Ils doivent le comprendre. Ils doivent savoir qui envahir ensuite. Ils doivent savoir s'ils vont aller en Syrie, en Iran, au Venezuela ou en Corée du Nord. Donc, ils ont besoin d'une sorte de débat sur leurs objectifs pour permettre aux personnes critiques de leur politique de s'exprimer, alors que nous sommes censés simplement suivre. Nous ne sommes pas censés diriger. Donc, il n'y a vraiment aucune fonction de débat libre ici. Vous savez, ça ne les aidera pas. C'est très bien dit. La question est alors, comment ça se produit-il dans les sociétés libres que cette autopolice commence? Parce que je ne pense pas que cela soit fait par la force brute de l'extérieur. C'est un tourbillon sociologique qui nous entraîne là-dedans. Et maintenant, nous sommes aspirés. Nous sommes vraiment profondément dans le derrière des impérialistes. Comment en sortons-nous? Eh bien, vous savez, aucun empire ne dure éternellement. Donc, je veux dire, il finira par décliner. Je ne sais pas comment ni quand. Oui, oui. Je veux dire, généralement, à cause de contradictions internes. Oui. Oui. Peut-être devons-nous vraiment commencer à comparer systématiquement la situation actuelle avec, vous savez, la façon dont l'Union soviétique s'est effondrée et ses satellites, vous savez, ont disparu. Et comment les satellites essayaient de s'aligner encore plus sur Moscou que Moscou lui-même. Et finalement, c'est la Russie qui a fait exploser l'Union soviétique, n'est-ce pas? Oui. Quoi qu'il en soit, nous approchons de l'heure. Alors Kajsa, où les gens peuvent-ils trouver vos écrits? Où devraient-ils aller s'ils veulent vous lire? S'ils parlent anglais. Oui. Eh bien, oui, c'est un peu difficile parce que j'écris parfois en anglais, mais la plupart du temps, j'écris en suédois. Donc, parfois, j'écris pour Le Monde diplomatique, Truthdig, Feminist Current ou différents magazines. Mais je pense qu'ils peuvent me suivre sur Instagram et simplement appuyer sur traduire, parce que là, je poste tout. C'est vrai. Et d'ailleurs, le suédois et l'anglais se traduisent très bien entre eux. La traduction fonctionne de manière fantastique. Où en Suède publiez-vous habituellement vos articles?
your articles? So I write for Aftonbladet. J'écris donc pour Aftonbladets Kultur, pour Dala Demokraten et pour Parabol Press, qui est mon propre journal. C'est un magazine mensuel, mais je publie généralement tout sur Instagram et une partie sur Facebook. A portion of it on Facebook. Okay. D'accord. Tout le monde, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram et Facebook. Je mettrai également quelques liens dans la description. Kajsa Ekisekman. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Very much for your time today. Thank you Merci so beaucoup. much. Ce fut un plaisir. Pleasure.